Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier débat de l'année 2020. En ce jeudi 31 décembre, nous sommes avec Jérôme Dubu, membre de La République En Marche. Bonjour. Geneviève Gutzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour. Éric Verhaeg est également avec nous. Et puis Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Bonjour et merci à tous les quatre d'être avec nous pour revenir, pour analyser l'actualité pendant une heure. Nous parlerons tout à l'heure des vœux qu'Emmanuel Macron prononcera ce soir à 20h lors de son allocution à la télévision. Nous évoquerons aussi cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre dont le déroulé va être scruté à la loupe cette année avec les restrictions que nous connaissons tous. On s'interrogera aussi sur cette proposition de loi qui prévoit de rendre impossible l'achat de cigarettes à l'étranger. Mais d'abord, on commence par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Coup de gueule d'abord avec vous peut-être Benjamin Cauchy contre la région de Normandie et les opérateurs locaux qui envisagent, c'est ça, une augmentation de 5% des tarifs de péage. C'est même pire que ça. C'est pas 5. Je me suis trompé quand j'ai envoyé le petit SMS à votre collaboratrice. C'est 15%, d'augmentation des péages sur les ponts de Tancarville et ponts de Normandie, au prétexte que l'année 2020 n'a pas permis de rentrer suffisamment de recettes financières. Donc c'est un cri à la fois d'alerte, mais aussi une menace de la part de la région Normandie et des opérateurs locaux qui explique qu'il y a un manque à gagner d'à peu près 80 millions d'euros jusque 2027. Donc à cause du confinement. À cause du confinement notamment, et donc ils ont écrit au Premier ministre en leur disant que si l'État ne venait mettre au bassinet, eh bien ça serait une augmentation de 15 points d'augmentation des tarifs dès la semaine prochaine pour les riverains. Donc là, je m'interroge quand même, lorsque nous vivons une crise économique telle, je pense aux artisans, aux commerçants, aux VRP qui vont devoir utiliser ces transports en commun pour relancer l'économie réelle. Quid des opérateurs locaux. Donc je pense que Hervé Morin est suffisamment intelligent pour avoir plutôt lancé cela comme une bouteille à la mer. Je ne doute pas que le gouvernement va réagir. Et puis quand on voit les dividendes que s'octroient généralement les concessions d'autoroutes, je pense qu'il y a de la marge. Alors, Jérôme Dubus, vous voulez revenir sur les chercheurs, sur le vaccin anti-Covid et leur rendre hommage. Je voulais, en cette fin d'année, puisqu'on est le dernier jour de l'année, rendre un hommage à tous les chercheurs qui ont abouti en un temps record à l'obtention de ces vaccins, enfin, au fait qu'on ait trouvé des vaccins. Alors, il y en a pour le moment 2 qui sont complètement homologués. Il y en a un 3e qui vient d'être homologué en Angleterre. On va progresser, évidemment. Il y en a 7 ou 8 qui sont également encore dans les tuyaux et vraisemblablement qui vont sortir d'ici un an à peu près. Et donc, je trouve que en 9 mois, la recherche internationale, alors c'est plus précisément la recherche américaine et allemande pour Pfizer, pour le vaccin Pfizer, et Moderna, c'est la recherche américaine également. La recherche a avancé à pas de géant. On n'a jamais connu ça évidemment, dans l'histoire de l'humanité. C'est un progrès invraisemblable qu'on a connu en 9 mois. Et quand je vois les petites polémiques qui commencent à surgir sur la vaccination, je trouve ça complètement dérisoire par rapport au pas de géant que ces hommes et ces femmes ont fait accomplir à l'humanité dans cette recherche du vaccin et dans le fait de l'avoir trouvé en un temps record. Moi, je trouve ça extraordinaire et moi, je voudrais terminer l'année sur une note d'optimisme et saluer vraiment et donner un coup de cœur à toute cette recherche qui a œuvré pour cette vaccination. Et les chercheurs français, eux, ils sont un peu moins rapides que les Américains. Non, mais les chercheurs français, c'est pas le même. Enfin, on peut en parler. C'est pas tout à fait le même système, vous le savez. C'est pas l'utilisation de l'ARN, c'est un peu plus long. Effectivement, l'Institut Pasteur est en train de rechercher encore. Sanofi également, et ils nous ont promis un vaccin avec 6 mois de retard, c'est-à-dire au mois de juin. Bon, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Simplement, effectivement, il faut aussi saluer, une fois n'est pas coutume, l'administration Trump qui, dès le mois d'avril, a mis en place. Non, mais il faut reconnaître, il faut être objectif. Quand c'est pas bien, enfin quand je trouve que c'est pas bien, je le dis, et quand je trouve que c'est une réussite, je le dis aussi. Ils ont mis en place un système qui s'appelait le Warp Speed, avec 10 milliards, l'injection de 10 milliards de fonds publics donnés aux laboratoires de recherche, et ça a donné ses fruits. Il faut le reconnaître, c'est très clair. C'est un succès
remarquable. Alors on peut saluer le travail des chercheurs, ce n'est pas le cas de la communauté internationale, à vos yeux en tout cas, Geneviève Götzinger. Vous voulez pousser un coup de gueule contre l'absence justement de solidarité internationale sur cette vaccination. Absolument. Je trouve qu'il y a un manque de solidarité internationale sur ce vaccin, autour de ce vaccin, qui est à mes yeux absolument scandaleux. Emmanuel Macron avait dit que ça serait un bien public mondial, ce vaccin. Or aujourd'hui, en fait... 14% de la population mondiale est dans les pays riches, 53% dans les pays pauvres, et en fait on a un résultat absolument inverse en termes de vaccins. Les États-Unis ont de quoi vacciner aujourd'hui 4 fois leur population en termes de doses préemptées. L'Europe 2 fois sa population. Les pays émergents vont devoir attendre au mieux 2022, au pire 2024 pour pouvoir bénéficier de ce vaccin. Pour la moitié de la population mondiale, il n'y a pas de vaccin avant à minima un an et demi. Donc ça me semble absolument scandaleux. C'est un enjeu mondial, c'est une pandémie mondiale et on ne peut pas raisonner de cette manière et se préempter le vaccin et laisser nos amis africains, nos amis sud-américains attendre pendant des mois et des mois. La solution, elle existe. Ça serait lever les monopoles des laboratoires sur les savoirs et la propriété intellectuelle des brevets. Ça serait de permettre une production locale de ces vaccins et ça permettrait de vacciner d'autres populations et ça me semble essentiel. Voilà, en termes humanitaires, en termes juste de principe. Est-ce qu'on a vraiment les structures internationales pour faire ce que... Non, mais oui, on les a absolument. Non, mais attendez, c'est une question de loi, c'est une question de texte, c'est une question morale à mes yeux. Et la morale en politique, quelquefois, c'est important. Alors on a le vaccin, il y a aussi les médicaments qui seront, on l'espère, bientôt disponibles contre le Covid. Éric Verhaeghe, votre coup de cœur, c'est justement ce laboratoire nantais Xenotera qui prépare un médicament contre le Covid. Oui, et je vais d'ailleurs rebondir sur ce que vient de dire Geneviève, puisqu'en réalité, l'OMS a bien ouvert un registre des pays africains, pour aller vite, hein, c'est pas comme ça que c'est présenté, mais qui pouvaient s'inscrire pour obtenir le vaccin en priorité. Et un certain nombre de pays africains ne se sont pas inscrits parce qu'ils considèrent qu'ils ont d'autres solutions, notamment les solutions médicamenteuses. Et c'est vrai qu'en France, et je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Jérôme Dubu, puisque c'est vrai que les États-Unis ont, alors que c'est un pays libéral et que Donald Trump est un grand libertarien, les pouvoirs publics américains ont massivement financé la recherche privée sur le Covid et ça a porté ses fruits parce qu'à un moment donné, il faut savoir investir et la France ne l'a pas fait et donc beaucoup de laboratoires français ont cherché des solutions médicamenteuses sans obtenir 1 euro de subvention de l'État. Mais malgré cette absence et malgré ce déficit de compétitivité par rapport à la recherche américaine, le laboratoire nantais Xenotera est en passe de faire breveter, ou en tout cas est en train d'expérimenter, un médicament qui permettra de soigner le coronavirus. Et je voulais quand même souligner ce point parce que c'est vrai que, alors que les États-Unis ont investi dans l'intérêt public, et ça a été le cas de Donald Trump, le gouvernement français qui a donné beaucoup de leçons morales, et notamment beaucoup de leçons aux Français sur vous protégez pas assez, vous n'êtes pas assez ceci, n'a pas mis 1 euro dans la recherche sur des médicaments contre le coronavirus. Et malgré ça, nos laboratoires privés y arrivent avec leurs moyens propres. Et je voulais souligner ce point et souligner les bienfaits de la liberté d'entreprendre parce que si on devait se fier à la bureaucratie sanitaire qui nous a écrasés depuis 10 mois avec ses considérations complètement contradictoires toutes les 3 semaines sur portez pas de masque, portez un masque, en portez plus, etc., on ne serait pas allé très loin. Je voudrais souligner que ce qui fait la lutte contre le coronavirus en France, contre les élites, ce sont les particuliers, les entreprises privées, les Gaulois réfractaires, et c'est eux qui sont aujourd'hui en train de montrer que ce qui fait la vitalité de ce pays, ce sont ces forces privées, et certainement pas la technostructure arrogante qui prétend l'écraser de tout un tas de considérations morales et qui montre jour après jour, et on reparlera peut-être de la vaccination, son incompétence totale à représenter l'intérêt général, à le garantir et à le défendre. Jérôme Dubu, vous voulez peut-être réagir sur notamment le manque d'investissement du gouvernement français dans la recherche ? Non, j'aime pas. Enfin, j'aime beaucoup Éric. Je salue effectivement ce laboratoire et son succès prévisible dans les mois qui viennent. Simplement, j'aime pas beaucoup qu'on fasse de l'exploitation politique à partir d'une pandémie.
Moi, c'est pas. Il faut quand même prendre des décisions publiques à un moment donné. C'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que sur ce qui a été dit là, il y a un certain nombre de vérités, effectivement, on pourra en parler tout à l'heure, si vous le souhaitez. Il y a aussi un certain nombre de contre-vérités. Dire que Donald Trump est un libertarien, non, pas du tout. C'est le président américain le plus interventionniste qu'on ait connu depuis des années. Donc c'est celui qui a eu recours à l'État quand il le fallait, et qui a su repousser l'État quand il le fallait également. Donc voilà, dans la philosophie américaine. Mais ne dites pas que c'est ça le libertarisme. Ne dites pas que les États-Unis c'est le libéralisme. Non. Il a un déficit public majeur qui va battre tous les records. Il a investi beaucoup dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines spatial, etc. Tout ça, c'est de l'argent public. Donc voilà, ils ont une conception. Il a eu une conception, en tout cas un peu, mais c'est pas le sujet. Il a eu une conception un peu différente des autres présidents américains, démocrates ou républicains. Et puis deuxièmement, dire que on est envahi par la bureaucratie, qu'on est étouffé par la bureaucratie. Bon, il y a une petite part de vérité, mais faut quand même pas exagérer non plus. La recherche française, elle est soutenue, peut-être pas assez, par des capitaux publics. L'Institut Pasteur est une entreprise, enfin est un institut public. C'est lui qui mène la recherche. On peut pas dire que ce soit nul et non avenu. Enfin, il faut quand même essayer de modérer un peu ses propos sur ce sujet d'une pandémie que personne n'avait prévu et que personne ne connaît réellement aujourd'hui. Alors on va revenir dans un court instant pour parler des vœux qu'Emmanuel Macron adressera ce soir aux Français. À tout de suite. Retour donc avec Jérôme Dubu, Geneviève Götzinger, Éric Verhaeghe et Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy, vous vouliez réagir à ce qu'on disait juste avant la pause, notamment sur Donald Trump. Oui, moi je pense que Donald Trump, il a quand même depuis de nombreuses années rempli le contrat qu'il avait avec les Américains, et finalement ce qu'il a fait avec la crise du Covid est en cohérence avec les aspirations des Américains. Il est populiste, ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'il écoute le peuple, et il a été élu parce qu'il a dit qu'il ferait pour le peuple, et pour le peuple américain d'abord. Dans sa gestion économique pendant de nombreuses années, il a été au rendez-vous. Il a dit aux Américains qu'il voulait arrêter de faire la guerre partout sur la planète. C'est le président américain le moins va-t-en-guerre depuis ces 30 dernières années aux États-Unis. Barack Obama faisait la une des journaux, mais c'est quand même Donald Trump qui est allé serrer la main de Kim Jong-un. Donc voilà du factuel, du concret. Et puis concernant la crise épidémique, il a bien senti que dans la population mondiale, il y avait, comment dirais-je, une certaine méfiance vis-à-vis de ces nouvelles technologies médicamenteuses ou vaccinales. Donc il a été relativement soft entre guillemets avec le peuple américain, et en même temps, il a mis l'argent sur la table pour développer de la recherche et développement. Juste un point par rapport à l'hyperstructure que Éric relevait et qui pouvait parfois être des freins en France, mais plus largement en Europe. La capacité des États-Unis à agir, c'est quand même pour 300 millions d'habitants. La France, effectivement, seule, n'a pas les coups des franches pour agir aussi fortement. Et là, pour le coup, même si je suis un souverainiste convaincu, j'ai toujours prêché pour des coopérations internationales entre nations européennes. Et là, j'estime que l'Europe a encore manqué une occasion de briller. Non, mais non, l'Europe a adopté un plan de relance. Non, mais l'Europe a fait preuve. Attendez, Geneviève, le plan de relance, la France donne 83 milliards d'euros. Pardon, on va devoir rembourser 83 milliards d'euros, si on en récupère 40. Vous savez très bien qu'on les remboursera pas. Vous savez très bien qu'on les remboursera jamais. Ah, mais ne dites certainement pas ça. Alors, bien sûr qu'on va les rembourser, on va étaler la dette. On est obligé à un moment donné de rembourser cette dette. Bref, c'est un autre sujet. Ça sera peut-être une dette perpétuelle. L'accord entre la France et l'Allemagne a parfaitement joué. Une fois encore, l'Europe a montré sa force dans la gestion de cette crise. Non, mais totalement. Enfin, c'est l'inverse de ce que vous dites. C'est vrai que les mesures entre l'Allemagne et la France étaient parfaitement cohérentes. Allez-y, Éric Verhaeghe. Je voudrais d'abord préciser, pour quand même tempérer cette espèce d'enthousiasme bisounours tout à fait sympathique et agréable de Geneviève, que ce fameux accord qu'on nous a vendu au mois de juillet, n'est toujours pas validé. Merci Eric. 6 mois après, l'argent on le voit toujours pas. En attendant, nous avons bien budgété pour 2021 26 milliards d'euros de contribution à l'Union européenne contre 19 milliards l'année précédente. Voilà. Donc ça, en revanche, on va le payer, je peux vous le garantir. A priori, ce fameux plan, c'est à 750 milliards, hein, c'est ça, il va quand même voir le jour. Les blocages qu'il y avait au niveau institutionnel, au niveau européen ont été levés.
notamment. Attendez, pour l'instant, l'argent n'est pas sorti. Oui. Hein. Donc, on nous avait dit au mois de juillet, c'est imminent, etc. Il a fallu 6 mois pour le négocier. Mais à cause de qui? L'argent n'est pas sorti. À cause de qui? À cause de la Pologne et de la Hongrie, que certains ici admirent. Bon, moi, c'est pas du tout mon avis. C'est pas du tout les pays que j'admire. Des régimes politiques, des pays que j'admire, si, mais des régimes politiques que j'admire. Non, c'est eux qui ont bloqué. Enfin, on le sait très bien. Sinon, en 3 mois, c'était réglé. Ce qui prouve que, au fond, la majorité, cette espèce de majorité totale et absolue pour prendre n'importe quelle décision au sein de l'Europe n'a plus de sens. N'a plus de sens. Voilà. Alors, on va peut-être à 27 avoir une majorité à 27. Je voulais souligner une autre contre-vérité. L'Europe à 27, c'est même pas possible. Cette fois par Jérôme Dubu, puisqu'il parlait de l'Institut Pasteur qui était financé par l'État. Il se trouve que l'Institut Pasteur de Lille, qui est une succursale de l'Institut Pasteur établissement public, l'Institut Pasteur de Lille a cherché quelques millions d'euros pour pouvoir promouvoir l'interféron, l'utilisation médicamenteuse de l'interféron contre le coronavirus. Et l'État n'a pas déboursé un euro pour financer cette opération. Donc, ce n'est pas parce qu'on est institut public qu'on bénéficie de mesures budgétaires spécifiques pour financer sa recherche en France. L'Institut Pasteur n'a pas pu développer de solution médicamenteuse parce que l'État a considéré que la seule solution, c'était le vaccin. Et donc, on s'est privé d'une solution possible à base d'interféron, qui est une solution bien connue, parce que l'État, en France, n'a pas voulu subventionner un établissement qui dépendait de sa décision. Donc, le sujet, c'est pas public ou privé. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une technostructure qui gouverne ce pays. Et Jérôme, les entrepreneurs savent ce que ça veut dire la bureaucratie. Il existe une bureaucratie qui étouffe ce pays et qui a étouffé les solutions utiles contre le coronavirus. Et si aujourd'hui nous sommes un des pays qui est le mieux protégé, c'est parce que les Français sont des gens responsables et malgré leur gouvernement et malgré leurs hauts fonctionnaires qui leur donnent des leçons, ils sont capables de défendre l'intérêt général et de le déployer. Alors, je tiens à le dire. Hein. Je voudrais quand même qu'on passe aux vœux du chef de l'État qui vont être donc prononcés ce soir à la télévision à 20h. Année 2020, on le sait quand même quelque peu difficile. On sera aussi à 500 jours de la présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez les uns et les autres de cette prise de parole d'Emmanuel Macron? Écoutez, Jérôme Dubu. Non, très rapidement. Moi, je crois qu'il y a trois axes importants sur lesquels il va s'exprimer. D'abord, je pense qu'il faut donner un peu d'espoir. On a eu une année 2020 extrêmement difficile, une année 2019 qui était compliquée aussi par des mouvements sociaux, l'année 2020 évidemment par la pandémie. Donc l'année 2021, on peut espérer, en tout cas dans la deuxième moitié de l'année 2021, on peut espérer que ce soit une année de relance. Parce que notre économie va être dans des difficultés terribles sur le premier semestre 2021. Hein. Vous avez vu les chiffres. Bon, on est à moins 10%, moins 8 à moins 10% de croissance du PIB pour 2020. Et on espère avoir 2-3% de croissance en 2021, ce qui est peu. Ce qui est peu par rapport à d'autres pays qui vont rebondir beaucoup plus vite. Je pense notamment aux États-Unis. Ils sont passés de 17% de chômeurs à 7% en quasiment 3 mois. C'est assez phénoménal d'ailleurs, mais c'est les rebonds américains qu'on connaît. Hein. Et donc nous, il faut redonner un peu d'espoir. Il faut que ce soit l'année de la relance. Deuxièmement, évidemment, il y a l'espoir du vaccin. On en a parlé tout à l'heure, hein, je crois qu'on pourra en reparler sur les conditions dans lesquelles c'est organisé, parce qu'il faut quand même tordre le cou à un certain nombre de mauvais petits canards qui font aujourd'hui de la polémique un peu trop aléatoire et un peu trop rapide. Deuxièmement, je crois qu'il faut beaucoup de vérité. Ça a peut-être manqué dans le début de la crise, en début des mars-avril, effectivement, il n'y a peut-être pas eu assez de transparence, assez de vérité. D'ailleurs, les rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale sont là pour le dire, hein, c'est clair, c'est pas la peine de le nier, il n'y a peut-être pas eu assez de vérité. Et donc, peut-être un manque de confiance qui se traduit aujourd'hui. Donc, vérité,
espoir et puis unité, parce que on ne s'en sortira pas si on n'a pas d'unité. Moi, je veux bien qu'on tape sur notre technostructure qui est peut-être trop lourde, qui est peut-être assez inefficace, etc. Mais il y a un moment où il faut s'en sortir tous ensemble. Voilà. Donc, le rôle du chef de l'État, c'est aussi d'essayer de rassembler, d'essayer d'avoir un peu plus d'unité dans ce pays. Et aujourd'hui, il est évidemment très fractionné, notre pays. Et le rôle du chef de l'État, c'est aussi peut-être de rassurer. On est dans un climat d'incertitude, même sur le court terme, sur les semaines à venir. Non, moi, je trouve ça formidable, cette interdiction depuis tout à l'heure que vous semblez décréter comme ça, de critiquer et de pouvoir contester un certain nombre de choses, notamment concernant le vaccin. Quand vous voyez cette espèce de lenteur dans le démarrage de ce vaccin, vous voyez nos voisins se faire vacciner à tire-larigot et nous attendre je ne sais quoi, avoir 60 personnes, 80 personnes vaccinées par jour, c'est totalement surréaliste. Bon, on est loin de la question que vous avez posée, mais quand même, comme ça fait 2 fois que vous dites qu'on n'a pas le droit de contester. Ah si, vous avez le droit de contester. Non, vous avez l'air de Je trouve dire que c'est très prématuré, voilà. Donc ça fait 3 jours qu'on vaccine, 4 jours. Mais pourquoi est-ce qu'on vaccine 60, 70 personnes par jour? Enfin, ça, je peux vous l'expliquer très clairement. Mais oui, je sais. Non, mais ça, vous avez conceptualisé. Ça, c'était très conceptualisé. C'était très clair. Mais c'est pas possible. On attend tous ce vaccin comme une porte de sortie, la possibilité de revivre, de reprendre le cours de nos vies. Et on est là à se dire que on va 70 000 en Allemagne, mais 200 en France, et il n'y a pas de problème. Et tout va bien. Écoutez, si tout va bien pour personne n'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes majeurs. Je suis assez d'accord, Geneviève. J'ai vu un papier passer hier, je ne sais plus si c'était Nice Matin, où ils étaient tout fiers d'avoir vacciné 5 personnes hier à Nice, quoi. Donc je suis quand même tombé de l'armoire. Donc effectivement, là, Jérôme, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait des lenteurs de l'hyperstructure en France. Et si les Français sont contents du vaccin, moi j'ai envie de dire que les Français seraient peut-être plus contents du vaccin si la liberté de prescription était remise en place dans le pays, tout simplement. Parce que là, encore une fois, ça correspond un peu à votre philosophie, Jérôme, en tout cas celle de votre majorité, celle que vous incarnez. On peut faire aussi un peu de politique. C'est que seul le message officiel doit passer, donc celui des vaccins. Mais en revanche, si je remets sur la table l'hydroxychloroquine ou autre sujet, la liberté de prescription n'existe plus. C'est du factuel. Et encore une fois, c'est l'incarnation de l'hyperstructure, ça. Voilà. Peut-être Olivier Véran, lui, a été quand même relativement clair. Il s'est exprimé sur ces retards liés à la campagne de vaccination. Il a dit que ça allait monter en puissance, qu'il fallait pas s'inquiéter. Vous n'êtes pas du tout rassuré par ce discours-là? Et alors, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté de ma part, mais j'ai vraiment un problème de confiance vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire. Je pense qu'il y a des millions de Français qui sont dans ce cas-là, entre le pouvoir, entre nos gouvernants et la gestion de la crise sanitaire. Parce que, qu'on le veuille ou non, le mensonge, vous dites qu'il y a eu une absence de vérité, ça c'est du novlangue. Moi je vous parle de mensonges. Il y a eu des mensonges sur les masques. Il y a eu des comment dirais-je, de l'idéologie qui a fait que le gouvernement a refusé de contrôler systématiquement tous les citoyens de partout de la planète qui passaient nos frontières. Il y a eu des erreurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui les Français, légitimement, et on le voit bien dans les intentions de vaccination, il y a que 4 Français sur 10 qui ont envie d'aller se faire vacciner. Donc par rapport à ce soir, je pense effectivement que le président de la République, l'unité évidemment, il peut pas faire autrement. L'espoir, je crois que c'est la seule chose dont on a envie, mais c'est surtout du courage et de la vérité. Et on n'attend pas ce soir du président de la République qui nous dise quelle sera la couleur du gilet de sauvetage, puisque ce n'est pas une petite vaguelette qui nous arrive, vous l'avez dit Jérôme, c'est un tsunami économique et social. Alors Jérôme Dubus, si vous le voulez bien, vous répondrez juste après la pause, on fait juste une petite pause. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Jérôme Dubus, Geneviève Gunsinger, Eric Verhaeghe et Benjamin Cauchy. Jérôme Dubus, juste avant la pause, Benjamin Cauchy, vous interpellez notamment sur les contre-vérités émises par le gouvernement dans cette gestion de la crise sanitaire. Vous vouliez répondre? Non, j'ai reconnu qu'il y avait un manque de transparence au début de la crise, c'est clair, notamment sur les masques, et les commissions parlementaires l'ont reconnu, c'est écrit et c'est vérifié. Ça. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de le nier, ça serait idiot de le nier, enfin, c'est contre-productif. Mais sur la vaccination, moi je demande un peu de patience, je demande une dizaine de jours de patience pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a choisi un mode opératoire pour la vaccination qui est totalement différent des autres pays. Est-ce que ce sera un succès? Je n'en sais rien, mais on a choisi un autre mode opératoire qui est d'aller vacciner les gens là où ils sont, et notamment les publics prioritaires qui sont notamment dans les EHPAD et, dans un deuxième temps, chez elles, personnes âgées. Bon, on n'a pas fait venir les gens dans des gymnases comme en Allemagne, ou comme parce que on a eu un exemple avec la grippe H1N1 qui a été catastrophique. On avait des vaccins,
on avait du personnel, on avait des lieux publics pour accueillir les gens, sauf que les gens ne sont pas venus, on n'avait pas de patients. Bon, ben là, il faut essayer d'éviter ça. C'est la raison pour laquelle on va chez les gens et ça demande plus de temps. Et deuxièmement, il y a un mode opératoire, il y a un protocole médical. On a assez reproché au gouvernement de ne pas faire confiance aux généralistes. Bon, et là, on a mis les généralistes en première ligne. Je vous rappelle qu'il faut d'abord un contrôle d'un généraliste sur la personne qui va être vaccinée. La personne vaccinée a 4 jours de rétractation. C'est peut-être un peu long, effectivement. C'est peut-être un peu long pour se prononcer en disant « moi, je ne veux plus me faire vacciner, même si mon généraliste m'a dit qu'il fallait que je me fasse vacciner ». Et deuxièmement, il faut que le généraliste soit là lors de l'injection, notamment dans les EHPAD et pour les personnes âgées. Bon, c'est peut-être un peu trop précautionneux, mais il me semble que dans un an, on dira peut-être qu'on avait raison. Voilà. Donc, si vous voulez, cette espèce de réaction à chaud dès qu'il y a un petit grincement ou il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, il faut faire attention. Puis on peut aussi peut-être rajouter qu'il faut du temps aussi pour convaincre les Français d'aller se faire vacciner. Qui sont les plus réfractaires, on le sait bien. Jérôme Duguay, c'est d'ailleurs le rôle d'Emmanuel Macron ce soir. Ça génère du doute d'être si lent dans la vaccination. Ça peut, on peut dire tout et sans contraire. Il faudra qu'il rassure en tout cas lors de ses vœux ce soir. Absolument. Geneviève Kötzinger. Emmanuel Macron s'était fait le chantre, l'exégète d'une communication très très verticale, d'une communication extrêmement rare. On l'a jamais autant entendu que depuis le mois de mars. Évidemment, par la force des choses. 8 allocutions. Absolument. Depuis le mois de mars. 8 allocutions. 8 allocutions et une communication qui de fait va être ce soir, je pense. En tout cas, il faut qu'elle soit un peu moins verticale, il faut qu'elle soit un peu plus empathique, un peu moins grandiloquente, un peu plus dans le compassionnel, un peu plus dans l'écoute, mais en même temps que cette écoute et ce compassionnel, il faut aussi Emmanuel Macron ce soir, à mon sens, qui remette en scène sa capacité d'action, sa volonté d'action, qui redonne des perspectives aux Français et qui dit je suis toujours là et je vais agir. Il y a ce virus, on va le dépasser ensemble, on va le transcender ensemble, avec peut-être des explications sur les lenteurs de la vaccination et un retour sur sa gestion de cette année, rapide. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère la crise? Vous allez être nombreux à sombrer dans un chômage, vous avez un risque de chômage longue durée pour certains d'entre vous. Vous êtes pour certains d'entre vous désespérés parce que vous travaillez plus depuis X semaines, X mois. Vous êtes pour certaines professions fermées, handicapées, le monde de la culture. Je vais vous redonner des perspectives. Et quant à moi, je suis, alors par rapport à la présidentielle qui est dans 500 jours maintenant, je suis encore en capacité d'action. Ça c'est extrêmement important. Et cette action, elle va s'exprimer dans tel ou tel domaine. Et il a des possibilités de rebond et en tout cas d'entraînement, puisqu'il y a des sujets qui vont venir très vite au cours de l'année 2021. 2021, c'est ça. La loi sur le séparatisme qu'on attend, éventuellement un référendum sur le climat, la loi sur la dépendance. Il y a un certain nombre de textes ou de sujets extrêmement forts dont il peut déjà parler ce soir et pour lesquels il faut qu'il y ait un effet d'entraînement et d'adhésion. Et en tout cas, donner ce sentiment qu'il est encore, malgré tout, et malgré ce virus qui nous a freinés tout au long de l'année 2020, qu'il est dans l'action. Emmanuel Macron, c'est essentiel pour lui. Donc d'ordinaire, c'est un exercice qui est assez formel, une prise de parole millimétrée, les vœux. Éric Vérac, par exemple, est-ce que vous attendez à ce qu'il sorte un peu des clous, Emmanuel Macron, ce soir? Non, je veux dire, je pense que je ne suis pas le seul en France à ne rien attendre des vœux du président de la République. Parce que le problème, le contraire m'aurait étonné. Oui, mais le problème, Jérôme, tu comprends, c'est que il a tellement menti qu'à un moment donné, ça ne passe plus. Et je pense que l'année 2021 va être, là encore, une succession de polémiques. Je prends ce simple exemple, c'est que moi j'ai entendu Emmanuel Macron au mois de mars, au moment où il nous a confinés, nous faire un grand discours souverainiste. Il faut retrouver la souveraineté sanitaire de la France. Qu'est-ce qui a bougé en 9 mois, en 10 mois? Rien n'a bougé. Et on va apprendre début janvier que l'Union européenne signe un traité de libre-échange avec la Chine qui va permettre de continuer et d'accroître les délocalisations. C'est-à-dire qu'on a eu des promesses sur un ton patriotique, martial, sur nous allons reconquérir notre indépendance dans une guerre contre le virus, et en réalité, 10 mois plus tard,
Non seulement on n'a rien fait, mais on a continué à faire le contraire, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser toutes les méthodes qui ont abouti au désastre, notre incapacité à fabriquer des masques, notre incapacité à fabriquer du paracétamol sur le sol français. Tout ça, on le continue, rien n'a bougé. Et Jérôme Salomon est toujours en place, c'est-à-dire que l'homme qui incarne encore les erreurs de gestion dramatiques dans cette crise, il n'a toujours pas été limogé. Ça veut dire que l'appareil d'État n'est pas sous contrôle et qu'on a un discours, un blabla. Geneviève parlait du séparatisme au mois de septembre, début octobre, je crois le 2 octobre. Emmanuel Macron nous a fait un grand discours sur on va lutter contre le terrorisme islamiste. On hérite d'une loi 2 mois plus tard qui ne cite pas une seule fois le mot islamisme. Comment peut-on croire dans ces conditions, encore éternellement, à une parole politique qui est aussi vaine et aussi versatile? Donc moi je crois que on n'attend pas de discours, on n'attend pas de vœux, on attend des décisions. Et je crois que ce que les Français souhaitent profondément, je fais partie de cela, c'est qu'on arrête ces allocutions interminables avec des phrases très compliquées, des périodes cicéroniennes comme on en fait en Cagne ou en Hippocagne, et qu'on prenne des décisions. Et que les gens qui ne sont pas compétents, qu'on les vire et qu'on mette à la place des gens qui savent faire et qui savent organiser. Et je crois que là, l'affaire de la vaccination en est un nouvel exemple. Moi, je trouve que les arguments de Jérôme Dubus sont tout à fait pertinents sur pourquoi c'est lent. Mais est-ce qu'il y a un seul membre de l'équipe Macron, est-ce que le ministre de la Santé l'a expliqué clairement aux Français? Est-ce qu'il a clairement expliqué que la stratégie de vaccination de la France serait une stratégie lente et plus lente que les autres parce qu'on a peur d'organiser des sessions de vaccination publique où personne ne vient, parce que là aussi le gouvernement a tout fait pour qu'on se méfie. Rappelons qu'Olivier Véran a dit « je ne me ferai pas vacciner tout de suite ». Comment les Français peuvent-ils... comment peut-on avoir confiance dans un vaccin quand le ministre de la Santé annonce qu'il ne va pas se faire vacciner? Non mais on est dans un système de défiance générale de la parole publique. Donc c'est vrai qu'en France, c'est très compliqué pour des élus, pour des politiques d'aller se vacciner. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils vont tous se faire vacciner. À ce moment-là, on accepte le prix à payer. C'est que les gens se disent... S'il y avait été, on lui aurait dit, vous avez 40 ans et vous prenez la dose d'une vieille personne. Je partage ce que dit un peu Geneviève sur l'histoire des vaccinations, sur les hommes politiques. Bon, moi je veux bien, aux États-Unis, qui s'est fait vacciner? Voilà. Attends, qui s'est fait vacciner maintenant sur l'échelon international? Monsieur Benjamin Netanyahou, qui a 71 ans, donc il est personne à risque. Monsieur Joe Biden, qui a 78 ans, qui est personne à risque. Bon, sa vice-présidente, non. Madame Kamala Harris, qui est un peu plus jeune, moi je n'ai pas très bien compris pourquoi elle s'était fait vacciner. Et puis on a les 3 anciens présidents de la République qui vont se faire vacciner, américains, Clinton, Obama et Bush. Bon, voilà. Le vice-président aussi, Mike Pence. Oui, qui va se faire. Oui, mais lui aussi, c'est pareil. Il est au-delà des 70 ans, donc il est effectivement dans les personnes à risque. Bon, sur les autres gouvernants et sur les autres hommes politiques internationaux, il y en a pas. Donc, moi, je veux bien qu'on vaccine D'abord, Macron, il n'a pas besoin de vacciner puisqu'il vient de l'avoir. Bon, donc visiblement, il est plutôt immunisé, d'après ce qu'on en sait sur l'immunisation après avoir obtenu le Covid. Mais bon, point d'interrogation. Mais en tout cas, faire défiler devant les caméras de télé tout le gouvernement, un certain nombre d'élus. J'entendais Monsieur Leonetti, qui est le maire d'Antibes. Bon, Monsieur Leonetti, il a 77 ans, je crois, ou 76 ans. Bon, je comprends qu'il va se vacciner. Et je l'encourage même à se faire vacciner très vite, parce qu'il est dans les personnes à risque. Mais pour les autres, non. Je trouve que là, il y aurait une exemplarité à rebours. Ça ferait l'effet inverse vis-à-vis de la population. Alors, donc, je ne trouve pas ça très bon. Est-ce que ça signifie que le vaccin est superflu pour les gens qui ne sont pas personnes à risque? Moi, c'est ce que j'entends dans les propos de Jérôme Dubus. C'est si vous n'êtes pas personne à risque, ne vous faites pas vacciner. Je parle des élus, je parle des ministres, je parle des élus, je parle des hommes politiques. Oui, mais je ne parle pas du commun des mortels. Moi, je souhaite que les vœux du président de la République à la télé, je vous annonce que la classe politique va devenir exemplaire. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que le président de la République dise les élus doivent être exemplaires en France.
Mais exemplaire, ça ne veut pas dire passer avant les autres. Je voudrais tout de même qu'on vous entende les uns et les autres sur cette nuit de la Saint-Sylvestre qui nous attend. On a notamment un sondage, un YouGov, qui dit que seulement 43% de la population française va célébrer le Nouvel An. Bon, ça reste un sondage. On verra ce qu'il en est demain matin. Peut-être vous, personnellement, les uns et les autres, qu'est-ce que vous allez faire ce soir, Benjamin Cauchy? C'est passionnant. Je suis sûr que les éditeurs de Sud Radio sont levés ce matin en se demandant ce que Cauchy allait faire ce soir. C'est intéressant de savoir si vous allez respecter les consignes gouvernementales. Involontairement, on va le respecter, oui. Mais c'est vraiment involontaire, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 4 personnes de plus à table, ça ne nous aurait pas dérangé. On préfère qu'il y ait 4 personnes qui viennent souper avec nous que 4 personnes qui soient isolées et se morfondre devant les vœux de Macron à 20h. Donc on aurait préféré les avoir avec 15 minutes. Alors, donc c'est 15 minutes de trop parfois, Jérôme. Donc je veux dire, la tradition républicaine. Situation personnelle. Ça sera en famille, comme beaucoup de Français de toute façon, parce qu'il faut être clair, nous sommes le 31 du mois et même si le 13e mois est tombé pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont pu un rond déjà pour faire la fête. Donc on va remettre un petit peu les choses en place. Je vais pas faire le misérabiliste de service, mais c'est aussi une réalité. Si les gens sont moins enclins à faire la fête cette année, c'est effectivement parce qu'il y a un virus qui traîne, mais c'est aussi parce que le pouvoir d'achat des Français est plus que contraint. Et on va nous parler des 200 milliards d'euros d'épargne que les Français ont généré en 2020. Ce sont pas les Français qui en ont le plus besoin, qui ont pu épargner. Donc, mais je vous posais surtout la question sur votre situation personnelle, parce que on sait qu'il y a un dispositif environ 100 000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés. La question, c'est surtout est-ce que les Français vont respecter. Je vais vous faire juste une anecdote. Je partage ma vie entre Paris et Toulouse, donc je pense que pour Sud Radio c'est quelque chose de joli. Vous saisissez bien. J'ai fait l'aller-retour en 3 jours entre Paris et Toulouse ces derniers jours. Je n'ai pas vu un seul gendarme entre la Picardie et la Haute-Garonne, aller-retour. Donc, je veux bien entendre que Gérald Darmanin va sortir les muscles, un peu à la Rambo, à la Rocky, ce que vous voulez, pour dire que non, il n'y aura pas de voiture brûlée, non, ça va faire... Bon, clairement, est-ce que vous croyez qu'un gendarme, le 31 décembre, va aller toquer à la porte sur un plan juridique? Je pense peut-être que Eric pourrait nous éclairer dessus, ou Jérôme, mais sur un plan juridique, les gendarmes n'ont absolument pas le droit de pénétrer dans nos intérieurs pour aller vérifier du nombre de personnes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une amende de 135 € pour tapage nocturne, et 2, si vos invités sortent avant 6h du matin pour non-respect du couvre-feu. Donc, écoutez, si vous avez une dizaine d'amis, vous leur demandez 13 € à chacun. Non, plus sérieusement, il y a plusieurs syndicats de police qui ont alerté sur ces difficultés. Donc, on va pas emmerder, excusez-moi l'expression, les forces de l'ordre à aller vérifier si on est 6 ou 8 derrière la dinde, derrière la bûche. En revanche, les voitures brûlées et les 2900 points de deal qu'il y a, voilà, c'est ça, c'est là-dessus que j'attends, moi, Darmanin. C'est pas savoir si Madame Grindu ou Madame Michu aura mangé sa dinde avec 8 personnes. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui, moi je vais respecter, évidemment. Je respecte la loi, donc je vais la respecter ce soir comme les autres jours. Voilà, et ça sera un réveillon en famille calme. Alors on va se retrouver ce sera à partir de 20h, respect du couvre-feu, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire notre ami toulousain, n'est-ce pas? On va le faire peut-être juste après la pause. On se retrouve dans un instant pour évoquer notamment la question de cette cigarette qui pourrait être bientôt fumée uniquement dans les pays où on les achète. On revient dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On va parler tout de suite d'une proposition peut-être étonnante d'un député MoDem qui propose en fait que l'achat de cigarettes à l'étranger soit désormais limité, ou en tout cas que les cigarettes soient consommées dans le pays où on les a achetées. L'objectif, c'est un peu de lutter contre le fléau économique qui pousse 800 à 1000 buralistes par an à mettre la clé sous la porte avec la baisse des ventes de cigarettes. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de cette proposition, Benjamin Cauchy? J'ai envie de dire que Monsieur Fuchs aurait pu se retenir, vraiment pu se retenir, parce que si j'applique ce sorte de Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin du MoDem. C'est une sorte de souverainisme à l'unilatéral, vous savez, parce que si on part de ce principe-là où on ne peut consommer que ce qui est, on ne peut acheter que ce que l'on consomme dans le pays. Moi, je suis bien embêté parce que Monsieur Dubus, le vaccin, il n'est pas fabriqué en France. Alors, je suis bien embêté. Et puis, quid de toutes ces industries, toutes ces importations que l'on fait à longueur d'année, ces traités de libre-échange que l'on signe, mais finalement, on achète des choses qu'on va pas consommer dans le pays producteur. Donc, ça m'embête un peu. Donc, soit Bruno Fuchs vient de se rendre compte que le souverainisme pouvait avoir une utilité pour défendre l'économie d'un pays, ou alors il nous fait de la démago entre Noël et Jour de l'An pour qu'on parle de lui.
Oui, moi je trouve que c'est le genre de loi totalement inutile. D'abord parce qu'on sait très bien qu'elle ne sera pas appliquée. Si tant est qu'elle soit votée, elle ne sera pas appliquée parce qu'elle est inapplicable. Et deuxièmement, personne ne va aller consommer les cigarettes dans le pays où... Enfin, je veux dire, on va s'enfumer dans le pays où on les achète. Et en Espagne, ça n'a aucun sens cette affaire. Non. Je vois bien la logique qui est de lutter contre la contrebande qui est de plus en plus difficile vis-à-vis des buralistes qui effectivement, quand vous achetez un paquet de cigarettes moitié moins cher à Barbès, effectivement, c'est autant de recettes en moins pour l'État et autant de recettes en moins pour le buralisme. Donc je comprends très bien la logique, mais je ne crois pas que ce soit la bonne, le meilleur exemple qu'on puisse donner et la meilleure façon de lutter contre la contrebande de cigarettes. Voilà. C'est peut-être quand même une méthode pour diminuer la consommation de tabac, parce que plus on s'aperçoit quand même que plus on augmente le prix du tabac, moins on fume. Il y a eu depuis 2016 une baisse de 1,6 million de fumeurs dans ce pays, ce qui est important. Donc c'est vrai que si vous empêchez d'une certaine manière l'achat de cigarettes moins chères, vous pouvez continuer à diminuer la consommation. Je rappelle que quand même le nombre de morts dus au tabac dans ce pays, tel qu'il est évalué par Santé publique France, c'est 75 000 morts par an. On a 64 000 morts de la Covid-19 versus 75 000 morts pour le tabac. Donc de mon point de vue, donc de mon point de vue, tout ce qui peut faire diminuer la consommation de cigarettes est une bonne chose. Et donc, de ce point de vue, je trouve que la proposition de Bruno Fuchs n'est pas si bête. Voilà. C'est une fausse bonne idée quand même, Geneviève, parce que le fait de dire d'interdire pour empêcher, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vous montez les pieds, vous montez les prix, vous augmentez les prix. Comment voulez-vous vérifier ça veut dire qu'il faut mettre des forces de l'ordre énormes sur cette situation que personne n'a aujourd'hui. Vous l'avez déjà aujourd'hui. Je vous rappelle que déjà aujourd'hui, la possibilité d'acheter du tabac hors de France est déjà limitée. Bien sûr. Elle est déjà mais limitée. Ça n'est déjà pas respecté. On peut légiférer. Et Geneviève, Emmanuel Macron, chanoine d'andorre, je pense, refusera cette proposition de loi. Et comme tous les autres présidents. Et comme tous les présidents. Non, je dis juste que tout ce qui conduit à lutter contre le tabagisme et à diminuer la consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes, est une bonne chose. Voilà. 75 000 morts. Ça n'a pas été le cas de tous les autres, notamment Jacques Chirac. Oui, je crois que Sarkozy fumait pas non plus. Hollande, je le vois pas avec une cigarette. Donc ça fait un petit moment que le tabac est démodé. Et tout ce qui peut, encore une fois, conduire à diminuer la consommation et à diminuer ce nombre de morts, encore une fois de 75 000 par an dans notre pays, ce qui n'est pas rien, versus 64 000 pour la Covid-19 qui nous préoccupe tous depuis le mois de mars, est une bonne chose. Oui, mais je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Et puis c'est une méthode parmi d'autres. C'est une méthode parmi d'autres. Dans cette logique, on peut aussi interdire la vente, la vente d'alcool. Non, mais les machines-outils allemandes aussi, on va interdire parce qu'il faut qu'on fabrique des machines-outils en France. Enfin, et puis la nouvelle, c'est pas tout à fait la même conséquence sur l'être humain, si tu veux. Non, mais ça tue combien de milliers d'emplois de la cigarette et les morts de la Covid, je suis pas tout à fait d'accord parce que les morts de la cigarette, finalement, la société les accepte. Ce sont des morts, j'allais dire, entre guillemets, les gens prennent leur responsabilité de fumer. La mort de la Covid, c'est, on est soumis à une pandémie qu'on ne contrôle pas, donc c'est quand même un petit peu différent. Voilà. Je comparais le nombre, le ratio. Oui. Éric Vérac, peut-être sur ce sujet. Oui, il faut peut-être rappeler le problème, c'est que si c'est un député du Haut-Rhin qui propose cette mesure, c'est parce qu'il connaît bien le problème des transfrontaliers, et qu'aujourd'hui, grâce à cette logique qui consiste à pénaliser les gens, on a en effet décidé que l'impôt était la bonne méthode pour punir, ce qui est vrai. Et donc, les cigarettes en France sont surtaxées et donc coûtent beaucoup plus cher que dans les pays riverains de la France. Et donc, le député du Haut-Rhin voit en effet ces buralistes souffrir parce qu'on leur impose un poids fiscal qui est tellement lourd qu'ils ne peuvent plus faire face à la concurrence. Et donc, le sujet, pour moi, n'est pas un sujet de santé publique. Le sujet, c'est est-ce que éternellement, on continue en France à considérer que
cet assureur monopolistique qui est l'assurance maladie a le droit de se financer en plombant l'économie française et en tuant petit à petit tout ce qui est travail indépendant. Et je pense que j'ai la conviction que derrière tout ce discours sur la morale c'est bien et on va imposer nos valeurs à l'ensemble des Français par l'impôt, je pense que derrière ce qui va être mis en cause très vite, dès 2021, on va le voir sur les retraites, on va le voir sur le coût de la santé, c'est le modèle français et c'est la capacité qu'a l'État à être assureur retraite, assureur maladie. L'expérience montre que l'État n'est pas capable de faire ses métiers correctement et que la santé en France coûte plus cher qu'ailleurs aux contribuables et qu'elle est beaucoup moins efficace. En Allemagne, les cotisations maladie sont moins élevées qu'en France et les Allemands ont été mieux soignés contre le Covid qu'en France. Et sur le fond, le sujet que soulève ce député du Haut-Rhin, il est là. Est-ce qu'on continue? Mais si on continue, il va falloir transformer la France en prison. Ou est-ce que, à un moment donné, on accepte qu'il y a une concurrence internationale et que nous devons adapter notre absurde modèle pseudo-social français à la réalité de l'Europe? Soit on est européen, soit on est protectionniste au sens de ce député MoDem. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui nous donnent des leçons d'Europe trouvent que l'Europe, c'est très bien quand ça profite à la France, mais qu'en revanche, dès qu'il faut faire des efforts en interne, on préfère rester sur notre quant à soi protectionniste. Ce paradoxe-là, cette injonction paradoxale-là, je suis convaincu qu'en 2021, elle explosera. Elle a explosé en Angleterre. Je suis convaincu que la France, elle y passera. Jérôme Dubus, peut-être sur ce que vient de nous dire Éric Verhaeghe, sur cette... Oui, bon, Éric, il veut... Mais son analyse est assez pertinente, mais à partir de la proposition de loi de Bruno Fuchs, il fallait le faire quand même. C'est une très belle performance, merci Éric, de raccrocher à cette proposition de loi toute la critique sur l'opposition entre c'était pas mal, il fallait oser, et le protectionnisme. Ce sont des vœux tout à fait remarquables, mais je crois que ça dépasse largement l'ambition de ce député MoDem, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup de... C'est un ancien entraîneur et un ancien joueur de foot. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a réussi sa reconversion. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce sujet. Je pense que c'est une nouvelle loi totalement inutile qui n'a vraiment pas d'intérêt. Voilà. C'est un ancien communicant, surtout Bruno Fuchs. Oui, mais avant, il a fait du foot. Ouais. Ah ouais. J'ignorais. Ouais. Bah écoutez, bravo à lui. Également. Peut-être un dernier mot peut-être pour conclure. Oui, effectivement, pour la découverte du protectionnisme par Bruno Fuchs est assez intéressante et j'espère qu'elle pourra inspirer le président de la République ce soir. Moi, il y a un dernier point sur lequel j'ai pas abordé tout à l'heure par rapport aux vœux du président de la République et c'est ce qui m'a animé depuis de nombreuses années que je me suis engagé dans le débat public. C'est d'avoir une France qui soit plus représentative et qu'on ait des citoyens qui soient vraiment au cœur de la prise des décisions. Et j'attends toujours cette grande réforme institutionnelle dont le président de la République avait parlé courant 2019. Je pense que c'est le moment, dans une période où nous allons devoir tous reconstruire, de faire en sorte que la démocratie soit également reconstruite avec plus de participation, plus de référendums, le RIC, bref, autant de sujets qui peuvent redonner confiance et reconstruire une relation de confiance entre les citoyens et les politiques. Une dose de proportionnelle peut-être. Mais même pas une dose, la proportionnelle. Il faut arrêter d'avoir peur. Et il faut que ce pays reste gouvernable. Il faut que ce pays reste gouvernable. Regardez avec un scrutin majoritaire à 2 tours, est-ce que vous croyez qu'il est gouvernable ? Il a une majorité de gouvernement. Il a une majorité un petit peu tendancieuse. Alors je vous remercie tous les 4 d'avoir été avec nous. Jérôme Dubus, Geneviève Götzinger, Éric Verhaeghe et Benjamin Cauchy. On se retrouve nous dans un petit instant pour Berkoff dans tous ses états.